Je me demande si la créativité a besoin des contraintes. Il y a certainement une prédétermination dans beaucoup de choses, mais il y a aussi une partie imprévue, imprévisible, et c'est là justement le problème de l'originalité. Dans le domaine de l'art ou dans le domaine de la science, je dirais même dans le domaine de la politique, il est permis de voir les choses autrement et d'agir d'une autre façon. Si on se rend compte de ça, parce qu'on n'est pas toujours conscient non plus, on a vraiment une vie fondamentale. Yannis Xenakis is one of the foremost composers of our time. Of Greek origin, he has lived most of his life in Paris. In the 1950s, he combined composition with work as an architect, collaborating with Le Corbusier on two of his major works. The freshness of Xenakis' music owes a great deal to the wide range of interconnected passions that have driven his creative work, from astrophysics to Greek philosophy, and from mathematics to the arts of traditional Japan. Xenakis fits uneasily into the main currents of contemporary music. He rejected serialism and has only occasionally worked with electronically generated sounds. His originality derives from an attempt at nothing less than the reinvention of music, going back to the first principles of composition.
Vous savez, Xenakis ne vit pas dans les mots. C'est pas un homme de mots. C'est un homme de regard, c'est un homme d'oreille. Il entend des choses extraordinaires. Et souvent, d'ailleurs, il fait sentir des choses. Il a gardé, même sur le plan tactile. Moi, je me rappelle une fois, il m'a parlé de tissu. Et il m'a dit, tu vois, si tu touches ces tissus, tu entends la musique différemment, parce qu'un tissu doux, un tissu soyeux, ou un tissu qui a une épaisseur, il sent des choses plus profondes que ça. Est-ce que vous trouvez en général qu'il y a justement un certain genre de public qui réagit, ou une certaine section du public qui réagit très positivement ou qui reçoit très ouvertement l'œuvre de Xenakis? Ceux qui ont, comme disait André Gide, une disposition à l'accueil, une disponibilité totale. Ceux qui ont trop de références culturelles cherchent là-dedans une filiation quelconque ou autre chose, ou la reconnaissance d'une forme, ou certaines délectations de sonorité. Et tout cela est inutile. Il faut être devant l'œuvre. L'œuvre est assez forte pour vous prendre et vous emporter. Has a very magic property about it, and I think it does something for me that makes me feel wonderful. And yet it's something that's very difficult to describe. I feel at the end of it that I can do anything. You dive from a very great height into this huge number of notes, millions of them, it seems. And yet they sing, and they've got something about them which comes from the heart. In the autumn of 1989, Xenakis returned with his wife Françoise to the Greek island of Spetsi, where he'd been at boarding school in the 1930s. It was his first visit since 1938. C'est le retour d'Ulysse, hein? Un peu tard, hein? Un peu vieux. Mais là, je crois que c'est... Non, c'est pas là. L'école? Non, elle est là. Ça là. Non. L'école, c'est... Non, c'est ça. Non, ça, c'est le Xenia. L'école, c'est là-bas. Guarda si sfogliati. Non è lo sfogliere, no. Bologna. Bientôt, on peut vous semer. Merci, merci. Un demi-siècle, les arbres ont grandi. Moi aussi, je faisais du jardinage là-bas. Avec les mêmes problèmes. Ouais. Xenakis was born of Greek parents in 1922 in the Romanian town of Brăila. He was the eldest of 3 sons.
Il y a des leitmotivs sur son enfance loupée qui reviennent très souvent. Sur sa mère morte quand il était tout petit. Il y a 3-4 images comme ça. De sa mère qui se brossait les cheveux, ça, c'est quelque chose qui revient très très souvent. Sa mère qui avait l'air triste. I remember that once I was, I think, sick and ill, and she came and she said, "I have a present for you." And she had her hands behind her back, holding something. And then she showed me it was a little flute. And I was very pleased. I was about 5 or something. Very happy with that. I didn't know she started playing it. I don't think I ever managed to play it myself. Sa mère est morte en mettant au monde un 4e enfant. Il avait 6 ans et 2 petits frères. Et puis ils ont eu droit au rituel des grands bourgeois. Venez embrasser maman qui va partir pour un grand voyage. Avec baiser à la morte, enfin, tout le rituel horrible. At the age of 10, Xenakis was sent as a boarder to Anargyrios College on the island of Spetsi. The college was run on British public school lines, with French and British staff, as well as Greek. Maintenant, comment tu faisais là? Bah, c'est l'entrée principale ici. Mais là, qu'est-ce qu'on faisait là? Là, c'est un autre bâtiment. Là où j'ai couché d'abord. Là, ton papa, il te traînait par la main, t'ont amené la première fois. Oui. Et tu disais, je veux pas y aller? Je disais rien du tout, j'étais un pauvre agneau. Obéissant. Obéissant, qui ne savait pas où il allait. C'est le chaos par tous les voyages depuis la Roumanie. Mais je ne me rends pas compte d'ailleurs. Aujourd'hui non plus, je ne regarde pas. En fait. Je crois que je me souviens de ça. Attends, moi je veux quand tu avais 10 ans, quand tu es venu là, tout seul. Je n'en sais rien. Tu veux plus savoir? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Tu sais, les souvenirs de l'homme sont faits exprès pour disparaître. Non, ça remonte. Ce que j'ai retenu de l'école, c'est le sport, la solitude et aussi l'intérêt que j'avais pour l'Antiquité, parce qu'il y avait un directeur qui récitait les poèmes d'Homère, qui nous faisait philosophie et aussi psychologie. Et philosophie, donc, c'était par exemple sur l'âme, depuis Homère jusqu'à Freud, disons, toute la continuité du sens de l'âme. Donc ça m'avait passionné. Ensuite, l'astronomie. Tout à coup, j'ai trouvé dans la bibliothèque des livres de Flammarion, l'astronomie populaire. Je m'enfermais le soir dans la bibliothèque, je lisais ça. Les mathématiques aussi. Et puis aussi les drames antiques, et puis aussi Shakespeare. Voilà les choses essentielles. La mer, donc, aussi. Alors, c'est ici. Ah, je me souviens de Hermès, là. Cette statue, elle est vieille. Il était là? Et celle-là aussi. Je ne sais pas s'il était là, mais en tout cas, je me souviens de l'heure. Et t'avais ce Jésus... Oui, épouvantable. Cette bondieuserie, là? Oui. Mais je ne me souviens pas, il n'y avait pas tous ces livres ici. Elle était ailleurs, la bibliothèque. Ici, il y avait un poste de radio. Oui. C'est là, en passant devant la porte, le couloir, j'ai entendu pour la première fois la 5e de béton. C'est une bibliothèque, mais regarde là, t'as des livres qui... Oui, mais ça n'existait pas. Mais t'as dû toucher ceux-là. C'est possible, oui. Non, mais c'est théologie, ça. Non, j'ai pas touché à la théologie. Ça? Ça, c'est... Et ça, c'est qui là-haut? Aucune idée. Ne me demande pas des détails. Tu sais, toi, tu es comme une dame très gentille et très intelligente. Tu as l'esprit des détails que moi, je n'ai pas. Mais pourquoi tu cherches là? Je cherche parce que je sais que tu n'es pas là. Alors, pourquoi tu cherches? C'est la douce reine Frédérica. Ah, c'est le fondateur. Attends, Yanis, moi j'ai cette photo à la maison. Attends, bouge pas, t'es là. Non, je suis pas. Si, c'est toi. Ça, c'est mon frère. Ah, c'est toi, Yannis. Oui, c'est moi. Et ça, c'est Cosma. Non, c'est Jason. Il est plus brun que toi, Jason. Oui, il était plus brun. 36-40. Regarde, bonhomme. Qui sont les autres? Je ne me souviens plus du tout. Mais vous avez fait un championnat, là, puisqu'il y a les deux frères. Oui, c'est un championnat de natation. Du chocolat. Mais tu vois que tu mangeais à cette époque. C'est après que tu t'es abîmé. J'étais enfant à l'époque, j'étais jeune. Après, c'est
Il faut qu'on aille regarder ça, qui sont morts pour la patrie. Mais ça, c'est des Alors, dates. le deuxième... Parce que qui revient- 41, il était en classe avec toi. Ah non. Non. Non, il est mort en 41. 41. Donc il avait... Non, Kyriakidis, c'était aussi un grec de Roumanie. Il a été assassiné par des terroristes pro-allemands. On a trouvé son corps comme ça sur une Quelle place. Par contre, celui qui est en dessous, par Parias, a été trucidé par les communistes. En tout cas, ils sont tous mélangés. Pour la patrie, que ce soit des communistes, que ce soit des collaborateurs, ils sont tous pour la patrie. C'est bien. Ouais. In 1938, Xenakis went to Athens to study engineering at the Polytechnic. He was barely 18 when the war broke out. In Greece, it was perhaps the only resistance where the basis was relying upon the mass resistance against especially the hunger, because in the first year there were people dying in the streets. There was no food, nothing at all. Xenakis was one of the leaders of student demonstrations against the Nazis. I remember the slogans that were shouting, which brings out rhythmical patterns. How when the contact came with the enemy, which were shooting with the machine guns, with the tanks, in the crowd, then all these rhythmical patterns became chaotic, and huge cries of all sorts of bitterness, of wound, of dead people were filling the whole city. And that was one of the experiences that I had that came up later on. I was always asking myself, what is the rules of such a transformation from a rhythmical pattern into something chaotic? What is chaos and how can it be modulated? I remember sometimes I was out in near Athens and I could see the bombardment by the British then, of German airfields. The huge projectors of the army were searching for the planes in the sky, and how the shooting with cannons was a fantastic spectacle in ferocity, but also in its beauty. This gave me later on images for the spectacles that they did here in Paris and other places, even in Greece or in Iran, the polytopes, together with music. Following the liberation of Greece, the communists, who had played a major part in the resistance, were edged out of power by the right. In December 1944, demonstrations against the British led to full-scale civil war. Then
started December 44. That is the fight against the new occupant, who was the British. I blew up, of course, several of the tanks with Molotov cocktail. But finally, I was wounded myself by such a tank. So that was finished. I must say that at the end of the war, I was so bitter and so distressed because of the failure of the peace and because of the betrayal of people that I knew I had been partly educated by them, that it's the British. Their attitude was so dirty that the same with the Russians. This bitterness, perhaps, and this I was depressive at that time, very much. Not so much because of the wound, because I was young and I couldn't overcome that, but because of the situation. I think that like everyone who has faced death and whose life has been saved, he must have felt guilty about being the one to be alive when all his companions had died. And for him, the wound is a talisman. He refused to have plastic surgery to have it hidden or removed. And at that moment, he did resolve to do something, you know, very special with his life. And he told me that when he was lying in hospital, and, you know, they operated on him even without anesthetic in Greece, he thought that he would rather die than live as a blind man, because he thought he was going to lose the sight of both his eyes. As a left-winger, Xenakis was no longer safe in the treacherous turmoil of the Civil War. Close to being imprisoned in a concentration camp, he was smuggled out of the country by his father. When I came here to Paris, because of that depressive situation, I decided that I should do the most fundamental thing. Is politics fundamental? I didn't think so. Is other sciences fundamental? I didn't think so. So I had to earn my living to start with Le Corbusier, as engineer, and I decided that I should do music, just music, because that was my absolute deep necessity. I think music became his salvation. Luckily for us, Yanis is a very extraordinary thinker and a philosopher, and he chose to think and philosophize in music. Music is the language of his philosophy. And I think that he was able to do this process of catharsis for himself through music. Alors ici, je sais pas ce qu'il y avait. Ah, c'est l'amphithéâtre. C'était quoi ça? Mais je ne sais pas, ça n'existait pas. Ça fait 50 ans, François. Je ne me rends pas compte avec une guerre. Hein. Mais ça fait 50 ans de distance, on n'est pas gâteux. Tu reconnais des choses. Non, parce que j'avais une vie intérieure et pas extérieure. Voilà pourquoi. Je ne bloque pas. Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Ça se maintient propre. Ah ben voilà ma classe. Là, t'es content, hein? Oui. Ah oui, c'est le vrai. La classe de physique de chimie faisait des expériences là. On était assis là. Et toi, t'étais où? Oh, je ne sais plus, quelque part par là. Mais au premier rang ou au dernier? Comme ça se trouvait. Mais là, tu devais écouter quand même. J'ai écouté, je posais des questions stupides pour les élèves qui rigolaient. Qu'est-ce que c'est que la lumière, je disais. Monsieur, qu'est-ce que c'est la lumière? Oui, qu'est-ce que c'est que... Je disais, monsieur Birianthef, ça s'appelait comme ça, il était de Chypre. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Tout le monde, ha ha ha. Ensuite, je disais une autre question, je me souviens très bien. Qu'est-ce que c'est que la vie? Déjà, oui. Et ça faisait rigoler tout le monde. Ah. Et il te donnait des réponses, lui? Il souriait, puis il essayait de m'expliquer. Mais je ne comprenais toujours pas. Oui, mais ça va pas mieux, hein? Ça n'a pas changé. Si la lumière, on sait un petit peu quand même. Il faudrait que quelqu'un te donne les réponses pour que tu cesses de t'angoisser. Mais en tout cas, ça n'a pas bougé depuis. Et là, qu'est-ce qu'on vous faisait? L'histoire de la grenouille qui souffle? On faisait le blanc qui devient bleu? Toutes sortes d'expériences d'électricité, de trucs, de machin. C'était pas mal, hein? During his first decades of exile in Paris, Xenakis threw himself into musical study and composition. He earned his living working for Le Corbusier, initially as an engineer. After a few years,
Xenakis was able to persuade the French architect to entrust him with the design of major elements in the monastery of La Tourette. These included the windows, which were placed according to specific rhythmic intervals. Metastasis and Pitopracta, Xenakis' first major pieces, came out of the same formal explorations as his architectural work. So were Yannis and Le Corbusier very close? Yes, they were, in a slightly subterranean way, I think, because they're both very shy and rather aggressive, sort of violent in a way. And they understood one another very well, and they spent quite a good deal of time together, I think. And I think he really did influence Yannis to go out and look for, good teachers, because he himself came from a family of musicians. And he suggested to Yannis that he go to Messiaen, which was a very good choice for him, and also created the link between Yannis and Varèse when they were working on the Philips Pavilion. Maybe that was the best period of my life where I could at the same time deal with research in architecture and in music. And from one I could go to the other one fertilizing the other. Quand vous regardez le pavillon Philips de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958, c'est de la musique pour les yeux. Et je dirais de ces œuvres musicales qu'elles sont de l'architecture pour l'oreille. C'est la même chose. Unlike La Tourette, in which Xenakis was only a collaborator, the Philips Pavilion's daring form and complex mathematics was Xenakis' own work. Le Corbusier never publicly acknowledged Xenakis' authorship of the Philips Pavilion. The differences between the two men led to a final break, with Xenakis turning away from architecture to devote himself to music. His explorations continued, however. The process of musical creation was inseparable from a passionate attempt at understanding and applying the mathematics which govern the processes of change in nature. The order behind chaos, the relationship between probability and chance, and the statistical behavior of mass events.
Est-ce que vous comprenez un peu sa passion pour le regard scientifique sur le monde? Il sentait cette capacité à inventer à partir de rien. Mais il pensait qu'on allait se foutre de sa gueule. Donc il s'est appuyé sur les sciences et il a trouvé dans la physique, dans les lois de Poisson et tout ça, la preuve de ce qu'il avançait intuitivement en art. Donc il s'est servi de ce pathos et de ce langage qui fait que les gens vous disent « Ah, je ne peux pas écouter Xenakis parce que je ne connais pas les mathématiques ». Il suffit d'ouvrir ses deux oreilles. Hein. I loved nature myself, and this way I also incorporated, let's say, nature into art. I can say today that art is in nature, not only nature that surrounds us, macroscopic, but also in microscopic, how the particles behave in nuclear physics, for instance, or the galaxies, how they are formed, how they are moving, what the features are. So it's not just what man invents, but is everywhere in the universe. Il a une manière d'aborder la nature qui est très extraordinaire. Moi, je ne vois plus un caillou, une plante, un arbre comme je les voyais avant de connaître Xenakis. Ce n'est pas un regard esthétique qu'il porte là-dessus. C'est une manière d'aborder la matière. On dirait par exemple que pour lui, il voit les atomes qui tournent. On dirait que les phénomènes naturels sont pour lui le sommet de la manifestation des énergies premières. La grêle, un orage, une tempête, un vent de sable, ce n'a pas une signification pour lui. C'est la manifestation d'une énergie. Et toute l'œuvre de Xenakis exprime, à mon avis, manifeste d'abord l'ordre caché sous le désordre apparent des choses. In 1974, after the fall of the colonel's dictatorship, Xenakis returned to Greece with his wife Françoise and their close friend Maurice Fleuret. It was his first visit after nearly 30 years of exile. Fleuret made an 8mm record of the trip. Nous sommes arrivés à Mycène en fin de journée. La lumière avait baissé et il y avait des nuages bas, avec un vent terrible qui balayait les ruines. Alors là, j'ai vu que Xenakis était, au sens premier du terme, hors de lui.
il s'est mis à courir à travers les ruines, à monter plus vite que nous ne pouvions le faire, Françoise et moi, au sommet de la ville. Tout ça dans une atmosphère incroyable à cause de ce nuage, de cet orage qui se préparait, de ce vent qui était très impressionnant. Et je lui ai dit, me souvenant de Persépolis et de ce qu'il y avait fait comme spectacle, pourquoi tu ne ferais pas un spectacle à Mycène? Françoise était de cet avis. C'est le lieu xénakicien par essence, avec tout ce qui pèse de sang et d'horreur sur ces ruines. Et quelques années plus tard, à la demande du gouvernement grec, qui voulait qu'il fît un spectacle, il l'a réalisé à Mycène. Chose inimaginable, merveilleuse, superbe, humaine et surhumaine à la fois, avec 40 projecteurs de DCA, défense contre-avion, de l'armée grecque disposée à des dizaines de kilomètres et qui éclairaient le ciel, avec les porteurs de torches, avec ces chèvres qui avaient entre les cornes des lumières et qui descendaient de manière erratique de la montagne. Je cite cela, mais il y avait beaucoup d'autres choses. Et c'est inoubliable, car nous étions des milliers, des dizaines de milliers peut-être. Qui était ce public? Pas seulement le public bourgeois ou intellectuel ou cultivé d'Athènes, mais aussi et surtout les paysans de l'Argolide qui étaient montés là, et à qui ce spectacle s'adressait de manière directe. Et là, il y avait pour la course à pied. C'est ici que j'ai fini mon école en tombant 400 mètres parce que j'avais gagné. Oui, j'avais gagné les 100 mètres natation libre, 200 mètres aussi, la veille. Oui. Et aussi plongeon, j'étais second. Et puis j'ai voulu aussi faire de l'athlétique. J'ai fait les 400 mètres et je me suis ramassé là. Quand tu racontes, je croyais toujours que c'était Athènes. C'est ici que tu t'es... Oui, les jambes ont lâché. Oui, c'est tout à fait ça. Les jambes ont lâché. Tu courais plus qu'avec ton orgueil. Et c'est là où on a été puni. Il fait tout ce qui est dur. Tu t'es fait des belles jambes. Marcher dans le soleil, c'est bien et on marche bien. Alors il faut grimper. Et puis après, il faut surtout pas manger, enfin. Toujours plus, une espèce d'ascétisme. Il adore violenter son corps et gagner. Que le corps obéisse. C'est ça qu'on a fait du kayak. Xenakis has always pushed himself to the limit.
working for days without sleep or food. This profound desire for reaching beyond the ordinary is reflected as well in the composer's long-standing passion for canoeing, often over gigantic waves on the high seas. Être comme Ulysse au milieu des flots. C'est très important d'être Ulysse aujourd'hui parce que ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Même ceux qui font du bateau autour du monde, ben, ils savent qu'il y a des ports, ils savent qu'il y a tout ça. Mais enfin, ils peuvent aussi ressentir cet effet de solitude totale au milieu d'une nature pas toujours clémente, mais qui attise la volonté ou le besoin de réagir d'une manière tout à fait naturelle. Parce que je pense que ce rapport du moment où l'être souffre et risque de perdre ce qui est l'essentiel de lui-même, donc cette dignité, existe dans sa musique aussi. Alors, c'est une musique où, sur le plan physique, il vous amène aux limites de vous-même. Comme interprète. Oui. Au fond, si vous êtes interprète de Sénakis, vous ne pourrez jamais savoir ce que c'est que d'être auditeur, puisque vous restez toujours à l'intérieur du mystère. Et il m'a toujours dit, tu sais, une œuvre, quand elle est écrite, elle appartient aux interprètes. Et il croit dans la recréation par l'être. Donc il croit beaucoup dans les êtres, il croit beaucoup dans le choc révélatoire qui est... mais je crois qu'il ne s'agit pas de... Il s'agirait presque d'une vision intérieure et d'une rencontre avec soi-même. C'est toujours un peu violent. On peut se faire mal, on peut aller trop loin. Et pour vous, ce sont quel genre de passion, surtout, chez lui, dans sa musique? Moi, j'entends la terre s'ouvrir. J'entends la terre s'ouvrir, j'entends des hurlements, j'entends quelque chose de très tragique, de très sauvage. Et je me souviens d'une œuvre au Portugal, c'est Aïs. J'ai été pleurer au water. J'ai été pleurer au water, non pas d'émotion immédiate, mais de tout un strat, d'un paquet d'horreurs qu'il avait réussi à sortir. Je pense que les créateurs font leur création que pour survivre, enfin que pour avoir une petite capacité respiratoire en plus. Chaque œuvre vous ouvre une petite capacité respiratoire. Sinon, je ne crois pas que les créateurs se tueraient à vivre comme ils vivent. Quand vous êtes tous les deux retournés à Spezia, à son ancienne école, comment ça a été pour lui? Je crois que ça a été beaucoup plus dur que tout ce qu'on a pu imaginer. En plus, je croyais qu'il me parlerait et il a fait, j'aurais dû deviner, parce que quand même, j'ai été une imbécile, parce que il s'est emmuré et c'est venu comme toujours 2-3 jours après. Mais en plus, il a constaté cette chose épouvantable, que les maisons tenaient plus longtemps que les humains. Que l'école était beaucoup plus... Elle était neuve, rien n'avait bougé. Les arbres n'avaient pas bougé. Et que lui était vieux. Les salles, ça a complètement changé. Ah oui, la scène pour avancer. C'était du théâtre, on faisait des tragédies antiques, du Sophocle, du Shakespeare. Mais j'ai pas vu où tu dormais ni où tu mangeais, moi, les choses de base. Ça n'a pas d'importance. Mais rien n'a d'importance avec toi, alors.
Voilà, non, ça c'est horrible parce qu'on voit plus la mer. On voit plus la mer. On voit plus rien. Mais les gens qui étaient là ne vivaient pas. Bon, tu veux dire les... Ah si, là, non, tu vois rien. Non, tu vois rien. C'est la soupe. Il faut monter plus haut et encore. Ah oui, c'était libre, ça. On voyait la vallée, le ravin. Aujourd'hui, on voit toutes ces maisons en face. C'était un paysage vraiment antique. Quand on faisait des tragédies antiques, ou même du Shakespeare. Midsummer Night's Dream. I was the spider. And I was saying, and I. And I was 12 years old or 13. You remember any more Shakespeare? Full fathom 5, thy father lies. Ça peut pas s'appeler un Of his premier rôle. bones are coral made. Those are pearls that were his eyes. Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. Sea nymphs hardly ring his knell. Hark! Now I hear them. Ding dong bell. It's nice, huh? Right. À la lumière de ces changements perpétuels, de cette quête, pas de moi, mais de l'humanité entière. Et c'est là où ce que disait Bouddha, qu'il dit il n'y a pas de finalité, donc il n'y a pas de connaissance, c'est pas la peine. Et c'est une des plus belles choses que l'humain puisse dire, parce qu'il continue quand même de vivre tout en sachant qu'il n'y a rien. C'est la solitude suprême et c'est peut-être la liberté la plus grande. Je suis pour la liberté de l'individu, enfin, j'espère l'être, tout en sachant que l'individu est un pauvre type comme une araignée pris dans des pièges de toutes sortes. Il est collé, il essaie, il se débat. Parfois il arrive à tirer un tout petit peu, puis après de nouveau il retombe dans d'autres parties collantes de la toile. Mais c'est le destin de l'homme, ça. C'est le destin de la nature, des plantes même, de toutes les espèces qui ont apparu sur Terre. Le mystère le plus extraordinaire, c'est le changement. La mort qui est à chaque instant et la renaissance qui est à chaque instant, mais avec des morts définitives aussi, sans retour. Mais je ne crois pas du tout à la survie de l'âme. Je crois qu'on est comme les nuages qui se forment. Parfois, les formes sont belles et ils disparaissent pour être remplacés par d'autres, par rien du tout.